Voilà, je laisse la parole à Sandrine, donc qui va démarrer cet atelier donc, ce matin sur le business plan, donc élément important, élément vivant, élément qui ne reste pas figé dans le marbre, comme va l'expliquer Sandrine. À toi, Sandrine, pour ce business plan ou comment séduire les partenaires. Merci beaucoup, Eric. Entre-temps, je vois juste une question qui t'est posée. Peut-être qu'on peut y Oui, répondre avant de démarrer. Si les dis-moi. ateliers en présentiel sont complets, est-il possible de proposer une option en distanciel pour ceux qui ne pourraient Alors, pas assister donc en présentiel, une forme hybride? alors j'y ai pensé, figurez-vous, mais ça peut s'étudier. Ce que je redoute, c'est que on fasse effectivement déplacer un partenaire qui viendra intervenir et qui se retrouverait potentiellement devant une salle quasi vide. Donc, c'est un danger de faire traverser tout Paris un intervenant et qui viendrait pour simplement une petite dizaine et encore, et que la majorité serait en distanciel. Donc, c'est un choix que je dois faire. Je n'ai pas encore creusé, pas encore fixé, mais c'est une option que j'avais évidemment ébauchée, effectivement. Maintenant, si on voit que l'atelier est bien rempli, on basculerait pour le coup en distanciel, puisqu'on ne prendrait aucun risque par rapport aux mesures en place aujourd'hui. Voilà. Parfait. Merci Eric. Eh bien, bonjour à tous. On est encore dans les premiers jours de janvier, donc j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux en cette nouvelle année. Beaucoup de santé d'abord, qui est le pilier de tout ce que vient, tout ce qui peut venir après, tout ce qu'on peut vous souhaiter par la suite. Et puis, bien évidemment, puisqu'on se voit dans le cadre d'une création d'entreprise, d'un projet, eh bien, je vous souhaite plein de belles réussites, tant sur le plan professionnel que personnel. Sur ce, nous nous voyons ce matin concernant le business plan. Eh bien, le business plan ou comment séduire les partenaires, puisque nous allons voir qu'un business plan, ça a une vocation, c'est de séduire, c'est d'amener, de capter l'attention sur votre projet. Alors, je suis Sandrine Cohen-Solal, en 2 mots, je suis expert comptable commissaire aux comptes installée sur Courbevoie et j'ai une spécialité, c'est d'accompagner les créateurs d'entreprises depuis la création avec les thématiques effectivement de statut, de choix de statut juridique, de business plan, de recherche de financement, tout ce qui permet de démarrer son projet, de le laisser se construire et surtout lui permettre d'être viable et fiable pour avant de les proposer à des partenaires. Alors, que se passe-t-il avant le BP? On va parler de business plan, mais que se passe-t-il et qu'est-ce qu'un BP? On va voir tous ces aspects-là. Bien, avant de parler de BP, en réalité, il y a l'idée. Ce qui vous réunit tous aujourd'hui, c'est que vous avez un projet et ce projet, il est né d'une idée. Cette idée, elle a occupé et elle occupe encore votre esprit. Vous y réfléchissez, vous vous dites que vous pourriez en faire quelque chose. Comment je m'y prends? Qu'est-ce que je fais de cette idée? Et puis tout doucement, cette idée va se transformer en ce que l'on appelle votre projet, le projet entrepreneurial. Quand on a ce projet, évidemment, avant de se lancer, il est important de l'étudier, étudier sa faisabilité, à qui je vais m'adresser, donc ma cible, comment je vais me positionner, qui existe sur ce marché. D'abord, y a-t-il un marché? Comment se comporte-t-il? Est-ce qu'il y a des leaders sur ce marché? Quels sont les concurrents potentiels? Qu'est-ce qu'ils offrent aujourd'hui par rapport à l'idée que moi, je porte et qui devient mon projet? De quelle manière je vais pouvoir distribuer? Ce sont autant de questions qui vont donner de la consistance à votre BP. Alors, pour bien comprendre ce qu'est un BP, il faut rentrer dans ce qu'est les étapes de la création d'entreprise. Si nous devions reprendre les différentes étapes de création d'entreprise, nous pourrions en lister 10. D'abord, quand on crée une entreprise, évidemment, vient la définition de l'idée, c'est ce dont je viens de parler. Ensuite, je vais analyser le projet personnel. En quoi cette idée a une concordance avec la personne que je suis? De quelle manière je serai le bon porteur? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Donc, il y a une analyse du projet et de l'homme clé, de la femme clé. Ensuite, réalisation d'une étude de marché. C'est ce que je viens de vous expliquer. On rentre dans la phase d'étude, de l'élaboration du projet. Existe-t-il un marché qui est présent?
à qui je m'adresse, quels sont les consommateurs actuels, qui pourront être les consommateurs de demain, comment est-ce qu'on va consommer mon produit, mon service. Et puis vient ensuite l'élaboration des prévisions financières qui ne sont que la traduction de mon projet, du projet, de l'histoire que je vais raconter et des objectifs que je souhaite atteindre. Pour atteindre ces objectifs, évidemment, il va falloir que j'évalue mes besoins de financement. Parce que pour tout projet, bien, il faut plus ou moins, en fonction du projet, de l'argent. Il faut pouvoir le financer. Sixième étape, c'est la recherche d'aide. J'ai évalué mes besoins en financement. Maintenant, je vais aller chercher ces financements. Je vais aussi aller chercher les différentes aides qui s'offrent à moi. Quels sont les différents acteurs qui gravitent dans cet écosystème de l'entrepreneuriat, vers qui je peux me tourner pour obtenir de l'aide. Et puis, ensuite, septième étape, le choix des statuts. Puisque pour poursuivre ce projet, pour poursuivre cette aventure, il va falloir que la société existe, que je fasse un choix de statut. Et ce statut, c'est un statut à la fois juridique, mais qui a des conséquences sur ma fiscalité, ma future fiscalité, et surtout sur mon statut social. Et là, je vous invite à être présent au prochain atelier. Alors, je ne sais plus quelle était la date, Eric, mais sur les statuts juridiques, parce que c'est un sujet qui est fondamental. Jeudi 27, c'est ça. Ensuite, viennent l'étape 8, 9 et 10, qui sont le lancement des opérations. Donc, une fois qu'on a fait son choix de statut juridique, ça y est, on se lance dans la cour des grands, on va accomplir les formalités administratives, c'est-à-dire qu'on va déposer son dossier au greffe, la société existe enfin, je vais installer l'entreprise et puis je vais commencer à analyser et rester très à l'écoute de mes premiers résultats, de mes premiers mois d'activité pour voir comment se comporte mon projet vis-à-vis de son marché. Eh bien, si nous reprenons ces 10 étapes, en fait, ça, c'est votre BP. Notre BP va nous raconter l'étape 1 à 6. Elle va reprendre la définition de l'idée, l'analyse du projet personnel, votre étude de marché, l'élaboration des prévisions financières, des besoins de financement. Votre BP va devoir reprendre tout ça. Donc, ayez bien ça en tête, ça va vous aider à structurer le BP. Alors, on parle d'un business plan, mais c'est quoi finalement un business plan? Eh bien, un business plan, c'est tout simplement un outil de communication. Donc, retenez bien ça, c'est un outil de communication qui va vous aider à vendre votre projet, à capter l'intérêt d'un partenaire, d'un destinataire, tel qu'il soit, et on va voir quels peuvent être les différents destinataires de ce business plan. Donc, c'est un outil de com pour vendre votre projet, votre produit ou votre concept. C'est comme contenu, parce que qu'est-ce qu'il comporte? Eh bien, vous allez voir que je ne vais ici remettre que ce que je vous ai dit précédemment. Que comporte-t-il? Eh bien, en fait, ce qu'il comporte, c'est l'histoire que vous allez raconter. Et quelle histoire je vais devoir raconter? Eh bien, d'abord, je vais raconter qui je suis. C'est les informations sur le porteur. Quelle est mon idée? Quel est mon projet? Quel est le produit, le service? À qui je vais m'adresser? Et surtout, je vais faire un lien entre le point 1 et le point 2. Quelle est l'adéquation entre l'homme et le projet? Quel est mon marché? Quelle est ma cible? Et quand je parle de marché, alors évidemment, je vais parler cible, je vais parler concurrence, mais je vais surtout parler du potentiel de ce marché. Pourquoi le potentiel du marché est fondamental? Parce que quand vous allez aller voir un financier, en l'occurrence, ce qu'il veut voir, c'est de savoir si vous allez gagner votre vie. Parce qu'un business plan, ça a aussi un intérêt, c'est de démontrer comment, économiquement, vous allez dégager une valeur. Comment économiquement vous allez gagner votre vie avec ce projet. Et pourquoi il serait intéressant pour un investisseur de rentrer et de vous suivre dans ce projet. Un investisseur, il le fait rarement pour des raisons philanthropes. Il le fait parce qu'il y a un intérêt économique à le faire. C'est parce que vous lui faites miroiter, vous lui ouvrez les yeux sur un marché potentiel.
Et enfin, comment vous allez vous attaquer à ce marché? Qu'est-ce qui va vous différencier? Quelle va être votre démarche commerciale? Tout cela seront repris au travers d'informations chiffrées. C'est la 5e partie de votre BP. Donc, je laisse information sur le porteur, donc vous, le projet, le marché, comment vous y prenez pour capter ce marché, pour rentrer dans ce marché, votre démarche commerciale et surtout avec les aspects différenciants, et enfin les informations chiffrées. Quels sont les destinataires? Eh bien, le premier destinataire, c'est vous. Pourquoi c'est vous? Eh bien, tout simplement parce que ce business plan, et quand bien même si vous ne deviez le faire que pour vous, il a son importance. Parce il sera pour vous le fil rouge. Vous savez, souvent, quand on a, et peut-être que vous êtes dans cette phase-là, et je l'étais avant vous, on a une idée, on a un projet. Et puis, les idées fusent de part et d'autre. Et puis, c'est un peu la pelote de laine, on pourrait l'imager de cette manière-là, c'est la pelote de laine. Elle gonfle, elle s'en mêle, et puis à un moment donné, on ne sait plus par quel bout la prendre. Par quel bout prendre notre idée, notre projet, par comment est-ce que je vais l'attaquer? Ce business plan, en fait, ça va être votre fil rouge. Ça va être le petit fil qu'on tire de cette pelote et qu'on va dénouer tout doucement pour vous donner en fait votre ligne de conduite. Ça va être la ligne de conduite de votre projet, ça va être la projection de votre projet que vous allez formaliser par son écriture et en la formalisant au travers de l'écriture, de la rédaction, de la mise en place de tableaux, eh bien, vous allez y voir plus clair. C'est la raison pour laquelle vous êtes le premier destinataire de ce BP. Ensuite, il y a tous les partenaires à qui vous seriez amené à vous adresser, à commencer par les financiers, les investisseurs, un futur réseau de distribution, les partenaires que vous voulez emmener avec vous, des fournisseurs, peut-être même des clients, des réseaux de clients, autant d'acteurs qui vont rentrer dans votre écosystème, qui doivent rentrer pour la réussite de votre projet, que vous allez devoir capter dans votre projet. Et quoi de mieux qu'un bon outil de communication pour leur montrer non seulement la solidité de votre projet, et plus un BP est bien présenté, plus il est structuré, plus il est synthétique, plus on sent le sérieux du projet et surtout la manière dont l'homme ou la femme clé de ce projet, le porteur de ce projet, le fait avec une grande rigueur. Et c'est autant d'éléments qui vont aussi capter, qui vont donner envie à vos partenaires de vous suivre. Donc, c'est un outil qui permet effectivement aux partenaires de prendre leurs décisions en prenant connaissance du projet, de l'histoire que vous avez écrite. Quelles sont les étapes? Alors, évidemment, dans les étapes, là, je vais me répéter, donc je vais aller un peu rapidement sur les slides qui vont suivre. Eh bien, en premier lieu, il faut trouver votre idée. Il faudra valider votre idée. Vous allez faire un bilan personnel. Le bilan personnel du créateur, c'est moi. Qu'est-ce que je suis capable d'apporter? Quelles sont mes motivations? Quelles sont aussi mes contraintes? En quoi mes compétences, ma formation, mon expérience seront des points forts pour porter ce projet? Et puis, quand vous faites votre bilan personnel, c'est aussi l'occasion de dire, mais qu'est-ce qui me manque pour porter ce projet? Parce que ce qui vous manque, c'est ce que vous allez aller chercher à l'extérieur, au travers de peut-être futurs associés, peut-être au travers de partenaires, mais on n'a jamais tout ce qu'il faut. Donc, il faut être conscient de ce que l'on a, ce que l'on n'a pas, pour justement aller chercher ce qui nous manque, mettre en avant nos points forts, et puis surtout ne pas avoir peur quand on vient parce que là, je mettais parmi dans ce bilan les compétences, les formations, l'expérience. Ce n'est pas parce qu'on a une expérience dans un domaine précis ou donné que l'on ne peut pas avoir un projet dans un domaine totalement différent. Et il n'y a pas d'incohérence à ça. Parce que quelle que soit l'expérience que l'on a eue, on a une technicité, on a une rigueur, on a des compétences qu'on a acquises qui, de toute façon,
doivent être mises en avant sur votre projet. C'est pas parce que moi je rencontre et mon métier m'amène à rencontrer beaucoup de personnes qui sont en reconversion, des personnes qui ont été dans l'informatique, qui veulent se retrouver sur un concept de pâtisserie innovante, par exemple, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ce n'est pas parce qu'on vient d'un monde totalement différent qu'on ne pourra pas. Alors évidemment, quand on a une expérience qui est déjà dans le milieu, ça aide, ça va faciliter. Mais c'est autant quand vous venez d'un monde différent, c'est autant d'aspects qu'il faudra prendre en compte pour acquérir les compétences nécessaires pour attaquer ce nouveau secteur. Donc, ce bilan personnel, il est important. Il sera important pour vous, mais il sera aussi important pour constituer ce BP parce que les points forts qui sont les vôtres, c'est ce que vous allez devoir mettre en avant pour aller capter le partenaire dont vous avez besoin. Il faudra évidemment analyser les contraintes inhérentes au projet. Les moyens, les processus à mettre en œuvre. Est-ce qu'on est sur un projet qui demande une fabrication, une commercialisation particulière? Quelle sorte de communication? Est-ce qu'il faudra qu'il y ait une gestion, un service après-vente? Est-ce qu'il y a des contraintes réglementaires? Est-ce que je suis sur un marché avec des contraintes réglementaires particulières? Donc, bien analyser toutes les contraintes inhérentes au projet. Et puis, évidemment, il est important de mettre en exergue la cohérence entre l'homme et le projet. Pourquoi il y a une adéquation entre vous et ce projet? En quoi vous êtes capable de le porter mieux qu'un autre? Ça, c'est important. Adaptation du projet, complément de temps, le financement qu'il vous faudrait éventuellement, les formations que vous devez acquérir. Je parlais tout à l'heure d'un informaticien qui voudrait se mettre dans la pâtisserie. Évidemment, on n'imagine pas qu'il se lance dans la pâtisserie sans avoir passé son CAP. Donc voilà, ça demande des formations. Donc bien prendre en compte les contraintes, la réglementation et de vous renforcer de ce qui vous manquerait pour porter correctement ce projet. Collecter les informations. Ça concerne surtout le marché. Aujourd'hui, et ça c'est très important, et j'ai noté que vous aviez une formation également sur le marché. Les écoles aussi, je crois que c'était le 2 février que vous avez un atelier avec des écoles. Sachez que les écoles aussi peuvent vous accompagner sur des études de marché. Il est très important quand vous montez votre BP, et ça c'est une partie qui est très importante parce que plus loin vous irez dans l'étude de votre marché, plus vous serez pertinent dans votre BP et dans la présentation que vous ferez à des partenaires ultérieurs, futurs, investisseurs ou autres. D'abord, qui sont les acheteurs et les consommateurs? Qui sont les fournisseurs? Qui sont les concurrents? Et attention, la concurrence, ce n'est jamais qu'une concurrence directe. Ça peut être une concurrence indirecte, c'est-à-dire des concurrents qui ne font pas exactement le même service ou produit, mais touchent une bribe de ce que vous proposez. Différemment, certes, ça peut être des concurrents très différents, mais c'est de la concurrence indirecte. Si j'ai un projet on a vu des projets de nettoyage de véhicules un peu innovants, très bien, mais qui sont mes concurrents? Bien, on peut imaginer que tout ce qui est station-service qui offre des stations de lavage, même si ce n'est pas leur cœur de métier, sont des concurrents indirects. Ils ne font pas que ça. Après, on a des concurrents directs de ce secteur qui ne font que ça, qui sont des spécialistes. Mais on a aussi toute une concurrence indirecte. Donc, ne pas oublier cette concurrence indirecte. Quel est l'environnement du projet? Quelles sont ses opportunités, ses menaces? Comment est-ce qu'il se comporte? Est-ce qu'on a des nouveaux comportements de consommateurs? Et puis, il va falloir que vous positionnez par rapport à ce marché. En quoi vous êtes différenciant? En quoi vous êtes disrupteur de ce marché? D'ailleurs, est-ce que vous le disruptez ou pas? La disruption étant le fait de casser les codes d'un marché. Le meilleur exemple de disrupteur que l'on a tendance à donner, parce que la disruption vient peut-être de lui, c'est Uber. Uber s'est installé sur le secteur
le secteur des taxis, du transport de personnes, et il a totalement cassé les codes de ce marché. La révolution des VTC, qui ne sont pas des licenciés, qui travaillent avec des indépendants. On a une société Uber qui est dirigée par des personnes qui n'ont jamais été des licenciés, qui n'ont jamais eux-mêmes transporté des personnes. Et on a une manière d'attaquer un marché qui l'a totalement cassé. Je vous rappelle que quand Uber s'est installé sur ce marché-là, vous vous souvenez peut-être de la grogne des taxis qui voyaient d'un très mauvais œil ce nouveau concurrent qui cassait tous les codes. Bien, en fait, c'est un peu ça. Quand on voit Airbnb, ils ont cassé les codes de la location et voire même des services hôteliers en quelque sorte, avec des services très différents, mais les plus gros acteurs ne les avaient pas vus venir. Donc, comment est-ce que vous allez vous inscrire dans votre marché? Est-ce que vous êtes un disrupteur? Est-ce que vous êtes un concurrent traditionnel mais différenciant? Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans l'innovation qu'on n'est pas différenciant et qu'on ne peut pas offrir un service différent et un service de qualité et avoir un projet qui soit un projet prometteur. Et puis enfin, quand on a collecté toutes ces informations de marché, on va pouvoir valider nos hypothèses de travail. Sur la base de ce marché, quelles sont mes hypothèses de chiffre d'affaires? Qu'est-ce que je vais pouvoir dégager comme chiffre d'affaires? Comment celui-ci va évoluer sur 3 ans? Puisqu'un BP, vous allez voir, on le fait sur 3 ans. Quelles sont les options qui s'offrent à moi? Quels sont les meilleurs choix pour atteindre ces objectifs? De quoi je vais avoir besoin pour atteindre ces objectifs? Je veux atteindre, je ne sais pas, 3% d'un marché, ce qui potentiellement m'amène à plusieurs, à 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple, ou 500 000 euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'il me faut pour atteindre cet objectif? Il me faut sans doute des ressources, il me faut atteindre X clients potentiels, travailler avec un réseau peut-être de distribution. Voilà, il va falloir mettre en face de vos hypothèses de chiffre d'affaires et de vos objectifs les ressources dont vous allez avoir besoin. Et puis, enfin, on va rentrer dans ce qu'on appelle le budget prévisionnel, c'est-à-dire la traduction financière de tous les éléments que nous avons réunis au cours des étapes précédentes. Pourquoi des chiffres? Eh bien, parce que les chiffres vont vous permettre de vérifier en posant des chiffres, qui ne sont encore une fois que la traduction financière des hypothèses, des objectifs que vous êtes fixés, des besoins en ressources que vous vous êtes également fixés puisqu'ils vous sont nécessaires pour atteindre vos objectifs, eh bien, tout ça va être traduit en chiffres. Il me faut 3 personnes. Que représentent ces 3 personnes en termes de données financières? C'est 3 salaires, à tant de salaires par mois chargés. On a besoin d'avoir un commercial sur la route, très bien, c'est le salaire d'un commercial, c'est un véhicule, c'est des assurances. Voilà. On va devoir comme ça décliner en fonction des besoins, donc de tous les éléments que nous avons réunis précédemment, eh bien, nous allons mettre en face de chaque besoin et ressource, on va les chiffrer. Et ça va vous permettre de constituer le tableau de bord financier, le prévisionnel financier que vous allez joindre à votre présentation, à votre business plan. Pour chaque fonction de l'entreprise, vous voyez ce que je viens de dire, pour chaque fonction d'entreprise, identifiez les ressources nécessaires de l'équipement. Ça peut être de l'immobilisation, des machines, des ordinateurs, de l'équipement, du financement. Ça peut être des besoins en collaborateurs, donc des ressources humaines. Tout ça, ça se chiffre et on va pouvoir le dresser dans un tableau qui reprend l'ensemble des moyens traduits en termes de recettes et de coûts. Tout ça vous paraîtra plus clair quand je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il faut savoir que les prévisions financières, elles doivent répondre à 3 questions. La première, le projet sera-t-il rentable? Ça, on le verra au travers de votre compte de résultats qui va montrer le potentiel de résultats que vous pouvez dégager. Les recettes permettront-elles de faire face aux dépenses, aux investissements? Ça, nous le verrons au travers du plan de trésorerie.
quel montant minimal de vente faudra-t-il atteindre pour faire face aux charges? Ça, nous le verrons au travers du seuil de rentabilité, de votre capacité d'autofinancement, de votre fonds de roulement et votre besoin en fonds de roulement. Et ça, sont des états que nous allons voir et qui seront à joindre dans votre BP. Alors, c'est pas beau, mais ça ressemble à ça, un budget détaillé sur 3 ans. Et évidemment, là, vous voyez que j'ai même pas les 3 ans puisque je commence à septembre 2021. Et puis, le tableau va beaucoup plus loin que ce que j'ai pu mettre sur cette slide, puisque là, je m'arrête à octobre 22. Donc, vous imaginez un tableau beaucoup plus long que celui-ci, puisque c'est un budget détaillé sur 3 ans, où je vais reprendre mes hypothèses de vente avec vous voyez l'évolution du chiffre d'affaires, un démarrage en septembre avec un chiffre d'affaires de démarrage, évidemment. Et puis tout doucement, les campagnes de publicité vont démarrer, le chiffre d'affaires va augmenter et il va suivre une phase de développement. Alors là, en juillet-août, c'est sans doute lié à une activité qui ne fonctionne pas l'été. On a le chiffre d'affaires, on a les achats effectués en marchandises. Donc là, on doit être sur une activité de négoce où on a besoin d'acheter des marchandises pour pouvoir les revendre. Le stock de marchandises, donc la variation de stock, qu'est-ce que l'on consomme pour vendre, les achats consommés. On va avoir toutes ces données comptables. Ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est nos charges externes. Alors là, dans service extérieur, évidemment, c'est beaucoup plus détaillé. Là, j'ai un tableau qui est synthétique. Si j'étais sur mon tableau, je pourrais appuyer ici, j'aurais un petit plus, et j'aurais ici tout le détail de ce qui rentre dans mes services extérieurs. C'est les honoraires que je peux avoir auprès d'un avocat, d'un expert comptable. Ce sont mes frais de fonctionnement, mon loyer, mes fournitures, c'est mon EDF, c'est toutes mes charges externes que je pourrais être amenée à avoir dans le cadre de mon projet, bien évidemment, si j'ai des locaux, entre autres. Donc, l'idée, c'est de reprendre toutes vos ressources, vos recettes, de les confronter à toutes les charges que vous allez avoir pour pouvoir atteindre ces objectifs, toutes les ressources, tous les besoins que vous allez devoir chiffrer pour vous permettre en tout cas d'atteindre le chiffre d'affaires attendu. Et puis évidemment, ça nous donne un résultat courant qui est le résultat attendu de votre activité. Donc là, on a un démarrage parce qu'on est dans la phase d'investissement. Souvent, le démarrage, il est normal qu'on ait un résultat courant qui soit négatif. Et puis tout doucement, cette activité commence à prospérer et on a des chiffres qui vont être de plus en plus importants. Évidemment, sur un BP, quand vous vous adressez à des financiers, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir du négatif partout. Pour vous suivre, il faut démontrer que vous serez en capacité de rembourser un emprunt. Et pour être en capacité de rembourser un emprunt, il faut que vous puissiez dégager du résultat positif. Donc ça, c'est un exemple de budget détaillé. On le retrouve ici pour une autre activité. Alors, vous voyez, là, on a une société qui fait des pompes à chaleur, de la climatisation. Donc, ils ont fait leurs hypothèses de vente de chiffre d'affaires en fonction d'une période. Là, on a une année à peu près. Donc, pareil, le tableau continue plus loin puisqu'il faut qu'il soit présent sur 3 ans. Les achats qui doivent être faits sur… ah non, alors là, en fait, on a le même tableau que tout à l'heure, mais vous voyez, j'ai pu appuyer sur… voilà, là, on avait un synthétique par grande ligne de charge. Et puis là, j'ai pu ouvrir dans les ventes de marchandises. On a été assez précis. D'ailleurs, le BP, pour construire vos hypothèses, doit être précis. Si je veux ouvrir un coffee shop, combien de cafés je vais vendre par jour, combien de menus de déjeuner je vais vendre par jour, combien de cafés d'après-midi ou
de formule goûter, je vendrai l'après-midi, ce sont des hypothèses qu'il faudra vraiment décortiquer le plus finement possible pour que le BP soit solide. Parce que pour faire tant de café le matin, ça me demande autant d'achats. Pour vendre 40 formules le midi, ça me demande, si je vends des formules à, je sais pas, à 20 € le midi, bien, je sais que je fais une marge d'environ 30 ou 40% sur mes repas, mes formules du midi. Donc, je sais qu'en consommation, je vais avoir tant au regard des 40 formules de déjeuner que je vais vendre par jour sur un mois donné. Vous voyez, de cette manière-là, on arrive à décomposer, à décortiquer totalement le résultat par mois sur 3 ans. En tenant compte, parce qu'il y a des activités pour lesquelles on a une saisonnalité. Donc, il faudra bien évidemment prendre en compte la saisonnalité potentielle que votre projet pourrait avoir à supporter. On a des activités qui n'ont pas de saisonnalité particulière, donc on peut avoir quelque chose de plus lissé. D'autres en ont une, et si c'est le cas, travaillent plus l'été que l'hiver par exemple, il faudra l'intégrer dans vos hypothèses de chiffre d'affaires. Et pour atteindre ces hypothèses de chiffre d'affaires, forcément, je suis dépendant de charges que je dois engendrer. Donc, ces charges, il faudra bien les chiffrer, avec toujours une grande cohérence. C'est la raison pour laquelle il est important aussi de vous faire accompagner sur ces aspects-là. Vous pouvez commencer à le préparer. Il faudra toujours, le mieux, ce serait de le faire valider par un expert comptable qui vous permettra justement, parce qu'il a la compétence pour ça, de vérifier les hypothèses de marge qui sont les vôtres, qui va vous aider à décortiquer, parce que ça fait partie de son quotidien de travailler et de manier des chiffres de différentes activités, parce qu'on a aussi toutes les données concernant les études de marché, et on a les analyses sectorielles par secteur d'activité qui nous permet de savoir si les chiffres d'affaires que vous apportez sont des chiffres d'affaires qui sont un peu trop fantaisiste au regard de la réalité économique du marché dans lequel vous vous installez. Parfois, on a des créateurs qui sont pleins de bonnes intentions, qui veulent vraiment prendre des parts importantes dans un marché, mais qui malheureusement sont un peu trop éloignés de la réalité économique de ce marché, qui sont des marchés parfois difficiles, et on ne capte pas 20% d'un marché tout de suite. Ça, il faut en être totalement conscient. En grande majorité, vous l'êtes. Parfois, on peut avoir des créateurs des porteurs de projets qui s'emballent un petit peu. Donc, notre rôle, c'est aussi de les aider à revenir à une réalité économique, parce qu'il ne faut pas se tromper. Quand vous allez montrer votre BP à un investisseur ou un financier, d'abord, vous brûlez des cartouches à chaque fois que vous le faites. Et lui, il saura détecter tout de suite si vous êtes sur des hypothèses totalement fantaisistes ou au contraire des hypothèses réalistes. Et évidemment, vous l'avez bien compris, tous les dossiers d'hypothèses un peu trop fantaisistes ou de personnes qui se sont emballées ne verront pas de suite à leur dossier. Et le but d'un BP, quand vous allez le présenter à un investisseur ou un financier, c'est pour qu'il y ait une suite derrière. Donc, il faut que ce BP soit le plus réaliste possible. Il peut être ambitieux, ce n'est pas un problème. Il peut être optimiste, mais il faut qu'il reste réaliste. Il faut qu'il ait une réalité qui est l'ancrage du marché dans lequel vous vous installez. Le plan de trésorerie dont je vous parlais tout à l'heure. Le plan de trésorerie, il va reprendre tous vos besoins de trésorerie dont vous allez avoir besoin. Et évidemment, le chiffre d'affaires. Alors, pourquoi est-ce qu'il est un peu déconnecté du budget prévisionnel? Parce qu'un budget prévisionnel, je fais tant de chiffre d'affaires ce mois-ci, j'ai des charges, je vais dégager sur le mois de janvier 2022 tant de résultats. Mais ce n'est pas parce que je dégage 10 000 € de résultats ce mois-ci que j'ai réellement 10 000 € de trésorerie. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai des clients qui ne vont pas me payer tout de suite. Selon les conditions que je mets en place, j'ai des clients qui vont me payer à 30 ou 40 jours. Donc, le plan de trésorerie, il va prendre en compte ce décalage de paiement. Il va prendre également en compte le décalage de paiement que vous-même, vous avez avec vos fournisseurs. Il va prendre en compte aussi le décalage de trésorerie. Vous voyez que si j'achète du matériel, si j'achète de l'outillage, par exemple, c'est ce qu'on appelle les immobilisations,
l'immobilisation, ce n'est pas une charge. Donc, ça n'apparaît pas dans mon budget prévisionnel que l'on a vu précédemment, mais ça apparaît ici dans la ligne immobilisation. Là, on a une société qui a investi dans du matériel pour 30 000 euros. Ces 30 000 euros, j'en ai besoin en tant que trésorerie parce que quand je vais acheter mon matériel, il faut bien que je le paye. Donc, j'ai un besoin en trésorerie là de 30 000 euros. Donc, vous voyez, le plan de trésorerie va reprendre en fait vraiment, on se focalise sur l'argent, vraiment l'argent, la trésorerie qui rentre, la trésorerie qui sort. Là, sur le mois de septembre, on a un total d'encaissement de 73 000 euros. On a acheté avec 30 000 euros de matériel, d'immobilisation, d'investissement, qui n'était pas encore une fois dans mon prévisionnel, puisque ce n'est pas une charge. J'ai des charges externes qui vont être payées sur le mois de septembre pour 16 000 euros. Donc, j'ai décaissé 46 000 euros, ce qui veut dire que j'ai un solde de trésorerie potentiel de 26 000 euros. Et je vais décliner ça sur tous les mois en tenant compte de mes ventes, mon décalage de paiement, mon décalage de règlement de mes fournisseurs. Je tiens compte de tout. Je vais aussi tenir compte du paiement de la TVA, parce que j'encaisse du TTC. Donc là, dans les encaissements, c'est mon TTC. Et puis, à un moment donné, il va falloir que moi, je reverse la TVA à l'administration fiscale, à mon centre des impôts. Voilà, donc le plan de trésorerie, il faut bien comprendre qu'on se focalise sur la trésorerie. Et il y a toujours des décalages. Le plan de trésorerie n'est pas le budget prévisionnel. Dans ce plan de trésorerie, vous allez pouvoir également intégrer les besoins d'abord, ce plan de trésorerie, quand il est brut, il va vous permettre de voir quels sont vos besoins de trésorerie. Vous voyez, là, dès le mois d'octobre, on a une société qui a un besoin de trésorerie ici parce qu'elle se retrouve dans le rouge, elle est à moins 18, moins 24, moins 13. Ça veut dire que potentiellement, il va falloir qu'elle négocie sur ces 3 mois-là avec sa banque ou alors qu'elle aille chercher des fonds pour lui permettre d'avoir suffisamment de trésorerie pour pouvoir faire face à ces charges. Ce plan de trésorerie va vous permettre justement de savoir à quel moment je vais avoir besoin d'être aidé, d'avoir du financement pour me permettre d'accéder à certaines étapes un peu cruciales comme le lancement d'une campagne marketing qui va demander du financement mais qui ne portera ses fruits que plusieurs mois après. C'est des investissements qu'il va falloir financer. Donc, ces plans de trésorerie vont vous permettre de voir à quel moment vous êtes sur des périodes un peu critiques en termes de trésorerie. On sait que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Sans trésorerie, malheureusement, on voit des projets qui s'arrêtent. Donc, il est très important d'être conscient de son besoin de trésorerie pour aller chercher la trésorerie au moment où elle va se faire sentir. Et puis, votre plan de trésorerie vous permettra aussi de démontrer à une banque que si elle vous aide sur ces 3 mois-là, derrière, vous avez un potentiel de trésorerie qui va se dégager parce que justement, le chiffre d'affaires, parce que vous avez fait ce qu'il faut en termes de marketing, vous avez été chercher les clients qu'il vous faut, vous aurez fait, en tout cas, vous aurez mis tout en œuvre pour atteindre vos hypothèses de chiffre d'affaires, et plus le chiffre grimpe, plus évidemment ça se ressent sur la trésorerie. Donc, de cette manière, un financier est capable de dire, OK, il y a des besoins sur les premiers mois d'activité, c'est du classique. Et puis, rapidement, c'est une société qui a de l'autofinancement, qui va être en capacité de rembourser les emprunts qu'elle aura eus précédemment. Ça, c'est le plan de trésorerie. Là, vous avez les soldes intermédiaires de gestion dont je vous parlais également tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ça nous permet de connaître votre seuil de rentabilité. Combien je dois vendre pour atteindre mon seuil de rentabilité? À quel moment je suis au point mort, en fait? Et toutes les hypothèses que vous aurez mises précédemment vont vous permettre de sortir ce genre d'état. Ce genre d'état, il n'est pas à calculer par vous-même, il se fait automatiquement dès lors où vous avez rentré toutes vos hypothèses de chiffre d'affaires, que vous avez rentré toutes vos hypothèses de besoins, vos ressources, vos dépenses, pardon, toutes les charges que auxquelles vous devez faire face pour atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires. Et automatiquement, ces états vont se remplir. Ça vous permet de connaître votre point mort. Là, par exemple, il faudra, sur la première année,
174 jours pour atteindre son point mort à la société. Alors, ce qui est important aussi, c'est de bien avoir en tête ce qu'est le fonds de roulement de la société et son besoin en fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est ce qu'elle est capable, ce que son activité est capable de dégager. Et le besoin en fonds de roulement, c'est ce qu'elle réclame en termes de trésorerie. La différence des deux vous donne le solde de trésorerie net de la société. Donc, il est normal qu'un besoin en fonds de roulement, vous voyez là, le besoin en fonds de roulement, il augmente. Bien que la société ait un résultat qui augmente, on a le résultat d'exercice qui est ici, vous voyez, 51, 102, 124, on a un résultat qui augmente de manière progressive. Alors, il est le fait aussi de chiffre d'affaires qui augmente, mais ce chiffre d'affaires, il n'augmente pas tout seul. Il augmente aussi grâce à des investissements en termes de ressources, entre autres. Alors, ça peut passer par de la masse salariale, ça peut passer par des achats en matière ou autre. C'est la raison pour laquelle vous avez un point mort ici, qui, bien que le chiffre d'affaires est augmenté, qui lui-même a augmenté. Le besoin en fonds de roulement aussi a augmenté, puisque plus ma société grossit, plus je vais avoir des besoins en fonds de roulement, mais inversement, ou plutôt parallèlement, j'ai aussi mon fonds de roulement, c'est-à-dire ma capacité à faire face à mon fonds de roulement. Ça, le fonds de roulement, c'est ce que votre activité dégage, est capable de dégager en termes de trésorerie. Et ça, c'est ce qu'elle consomme. Donc, on a une société qui est, en tout cas un projet qui est très sain, puisqu'on a un solde de trésorerie qui est fortement positif. Pourquoi? Parce que cette société, elle a un fonds de roulement, donc elle a une capacité à dégager du cash qui répond très largement à son besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire sa consommation de trésorerie. Donc, en termes d'éléments chiffrés à mettre dans votre BP, vous voyez, on a le budget détaillé, que vous allez faire pour vous surtout. Ça ne veut pas dire qu'on le mettra dans le détail parce qu'on verra que cet outil de communication, il faut qu'il soit joli. Il n'y a rien de moins joli qu'un budget détaillé comme ça à présenter. Le plan de trésorerie, essentiel à faire, à avoir, à maîtriser. Et puis, être bien conscient de votre seuil de rentabilité économique, de votre besoin en fonds de roulement et votre fonds de roulement, et surtout de la trésorerie que vous allez être capable de dégager. Oups, pardon. Donc, on a ici un tableau de financement. Le tableau de financement, c'est, comme son nom l'indique, c'est les ressources que vous allez pouvoir injecter. Alors, ce sont vos ressources personnelles, mais c'est aussi les ressources que vous allez aller chercher au travers de souscriptions d'emprunt. Et puis, comment vous allez employer cet argent. Alors, en général, on démarre avec son apport en capital, c'est le fameux capital social. Vous allez y adjoindre de l'apport en compte courant d'associé. Tout ça, ce sont vos apports personnels, les 5 et 10. La différence des deux, c'est que les 5 000, je les ai donnés à mon entreprise. J'ai eu des parts sociales en échange. Je ne les récupère pas. Alors que mon apport en compte courant, c'est de l'argent que je prête à la société. Je ne lui ai pas donné, je lui prête. Là, j'ai acheté des parts sociales. Je les ai données. Et les 10 000, c'est de l'argent que je prête. Comme un établissement financier, je prête de l'argent. Je pourrais même percevoir des intérêts sur ce que j'ai prêté, l'intérêt du compte courant d'associé. Et puis, quand la société aura les moyens, elle pourra me rembourser. Elle ne me remboursera pas les 5 000, à la différence du compte courant qui, lui, pourra être remboursé. Et puis, je vais adjoindre avec éventuellement du financement extérieur, donc la souscription d'emprunt. Ça pourrait être des aides. Je pourrais entrer ici l'aide d'HDSI. Je pourrais entrer une bourse French Tech ou autre. Je pourrais intégrer également les aides de la BPI. Tout ça sont des ressources en capital. Ça me permet de lister mon total de ressources par année. En face, comment est-ce que j'utilise ces ressources? Eh bien, je vais acquérir, par exemple, du matériel, de l'investissement. Ça peut être des IMO corporels. Les IMO corporels, ce sont des biens matériels, quelque chose que je peux toucher, un ordinateur. Des IMO incorporels, ça peut être des titres de société, ça peut être des logiciels, ça peut être
une plateforme, voilà, quelque chose qui est incorporel comme son nom l'indique. Ça me permet de lister le total de mes emplois. Et puis, il ne faut pas oublier que je vais avoir aussi mes remboursements d'emprunt. Alors, il peut y avoir une franchise au démarrage, mais je vais devoir rembourser l'emprunt que j'ai fait ici de 50 000. Donc, il faudra intégrer dans les emplois de ma trésorerie. On va retrouver ici les notions de fonds de roulement. Le fonds de roulement étant tout simplement la différence, j'ai été un peu trop vite, entre mes ressources et mes emplois. Donc, mes 65 moins mes 25, ça me donne bien un fonds de roulement de 40. Fameux fonds de roulement que je retrouvais ici. Alors, on n'a pas la même société, c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes chiffres. Ah bah si, pour le coup, c'est la même société, je dis des bêtises. Puisque les 70 000 qui sont là, c'est à la clôture du premier exercice, on les retrouve ici. Là, c'était au démarrage, les 40. La composition, ah oui, alors avant que je vous dise ça, ce sont les éléments financiers que vous devez absolument travailler pour votre BP. Ça ne veut pas dire que forcément vous allez les mettre dans votre présentation de BP. Et vous verrez qu'il y a plusieurs présentations de BP possibles. Il faut que vous ayez bien en tête une chose, c'est que la composition d'un BP, là on a parlé chiffres, mais la réalité c'est que c'est 80% de littérature et 20% de chiffres. Donc cette dernière partie qu'on va voir, qu'on a vue, qui est la description, la traduction chiffrée, elle représente que 20% de votre BP. Tout ce qui est important, c'est ce qu'on a vu précédemment. C'est l'histoire que vous allez raconter. C'est toute la littérature, mais ce n'est pas de la littérature éphémère, c'est tout votre projet que vous allez raconter. Pourquoi vous présentez ce projet? Le marché, qui vous êtes. Donc, plutôt commencer par qui vous êtes, le projet, le marché. Comment vous allez attaquer ce marché? Quels sont vos points forts, vos états différenciants? Tout ça, ça fait partie de la partie de littérature. Dans la partie financière, chiffres, on verra les quelques états que l'on va mettre dans votre présentation. Je vais vous présenter maintenant, puisque toute cette première partie a été théorique, j'espère qu'elle aura été assez claire, mais je vais maintenant pouvoir vous décrire, vous démontrer une sorte de canevas de BP que vous pourriez utiliser. Alors, évidemment, comprenez bien qu'un BP, c'est un outil de com, et comme tout outil de com, il doit être personnalisé. Parce que derrière, il y a votre personnalité, il y a le dynamisme de votre projet qui doit refléter dans ce que vous allez proposer. Mais je vous donne quelques exemples. D'abord, le storytelling, c'est la petite histoire qui va révéler les points clés qui donnent du sens au projet qui est porté. Votre projet à vous. Et pourquoi c'est votre projet à vous? Ça pourrait être tout simplement expliquer que pourquoi en fait pourquoi le service ou produit que vous proposez a du sens. Pourquoi vous avez eu envie de le proposer. Storytelling de Airbnb. Airbnb, quand ils vous racontent les deux dirigeants d'Airbnb vous racontent leur storytelling, ils commencent à vous expliquer qu'ils étaient à San Francisco, qu'ils cherchaient à se loger, que les hôtels étaient pris parce qu'il y avait un très gros congrès et qu'ils se sont retrouvés dans une situation pas très confortable de ne pas réussir à se loger une nuit sur San Francisco. Bon, alors ils étayent ça, évidemment, c'est joliment tourné, mais ils vous expliquent que leur idée de Airbnb, le airbed au préalable, le matelas pneumatique chez un hôte personnel, ça a démarré de là. Ils ont fini chez des étudiants sur des matelas pneumatiques. Donc, leur storytelling, elle part de ça. Elle parle de leur propre expérience. Et c'est de ça qu'est venue l'idée de monter Airbnb et qui a connu des phases différentes d'évolution du projet. Mais en fait, c'est ça la storytelling. On part d'un préambule, on part de notre petite histoire. Ensuite débouche de cette petite histoire qui est introductive, votre grande idée. Quelle est-elle? Et puis, vous allez présenter. Alors, d'abord, on présente l'idée, vous l'avez compris, sous le format qui est le vôtre. Ensuite, vous allez présenter votre équipe,
Pourquoi? Parce que cette équipe, c'est encore une fois, c'est le pilier de ceux qui vont tenir le projet. Présenter l'équipe, alors ça va être une présentation du porteur de projet, des personnes clés de l'entreprise avec un résumé des CV, donc quelques mots sur leur expérience. Évidemment, on ne mettra ici que ce qui donne sens par rapport au projet, les points forts par rapport au projet. Il est bon de montrer que les profils sont complémentaires. Si vous avez des profils, un qui est très commercial, un qui est très technique, un qui est financier, par exemple, on voit qu'on a trois profils très complémentaires et en même temps nécessaires pour la bonne tenue d'un projet. Donc, c'est en ça que c'est important d'avoir une complémentarité dans l'équipe et de mettre en avant cette complémentarité. Parce qu'ensemble, on réunit l'ensemble des compétences nécessaires à la bonne trajectoire d'un projet, à la bonne conduite d'un projet. Alors, ça peut avoir des présentations très différentes. Vous voyez, là, je vous en propose une autre. On a 3 personnes. On a une personne qui est un data scientist, donc qui va être dans la donnée. On a une personne, Victoria, qui est dans la communication digitale. Et on a un commercial. Donc, on a à la fois le technique, la com, et on a le commercial. Donc, on voit ici qu'on a une équipe avec 3 fondateurs qui ont des expériences et des compétences différentes et qui sont 3 piliers, en fait, de compétences nécessaires à la bonne conduite d'un projet. Ensuite, je vais présenter l'offre de service. Quand vous présentez l'offre de service, vous devez répondre à plusieurs questions. D'abord, à quel besoin répond votre produit ou votre service? En quoi il est différenciant de ce qui existe? Quel est le caractère innovant des produits et des services? Les avantages et les inconvénients par rapport à une offre qui est déjà existante. Est-ce que le marché est prêt à vous recevoir? Quelle est l'offre existante aujourd'hui? Ça, c'est la concurrence. Montrer qu'il y a un leader, mais qui est présent peut-être sur une branche de votre marché. Décrire le contexte, préciser l'opportunité. Pourquoi ces produits n'ont-ils pas déjà été proposés? Vous avez parlé du marché. Qui sont les clients ciblés aujourd'hui? Quels seront peut-être aussi les clients de demain? Les clients d'aujourd'hui ne sont pas forcément les clients de demain, parce que vous allez avoir différentes étapes pour attaquer des marchés. Je peux très bien attaquer un marché régional, ensuite un marché national, pour enfin attaquer un marché international. Et dans quel timing je le fais? Agrémentez votre étude de marché par des résultats d'enquête auprès de clients ou de prospects. Qu'est-ce qu'ils aimeraient? Qu'est-ce qu'ils aimeraient sur le marché? Qu'est-ce qui leur manque? Quelle est la taille, l'évolution du marché? Ça, c'est très, 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 très important parce que c'est le potentiel de votre marché, il est là-dedans. Il est dans cette icône que vous avez là. Quelle est la taille et l'évolution, la potentialité de votre marché? Il faut démontrer l'importance et la croissance de ce marché. Les investisseurs ne vous suivront que si vous êtes sur un marché qui est porteur. Pourquoi l'entreprise apporte-t-elle une solution nouvelle à un besoin existant? En quoi vous répondez à un besoin existant auquel les autres n'ont pas su répondre totalement? La segmentation des clients, identifier les différentes catégories de clients. Et puis différencier aussi, faites attention, parfois on a des projets où notre cible client n'est pas forcément la cible qui génère notre chiffre d'affaires. Je vous donne un exemple pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Il y a eu beaucoup de projets sur des plateformes numériques. Souvent, sur les plateformes numériques, je peux avoir des clients directs. C'est des abonnements, par exemple, de clients qui vont s'abonner à une communauté telle qu'elle soit. Mais on se rend compte que ces abonnements, pour attirer une grosse communauté, c'est un système d'abonnement qui est foncièrement pas très onéreux, donc c'est pas ce qui dégage, ce ne seront pas vos sources de revenus principaux. Et pourtant, vous vous adressez
à eux en particulier. C'est une plateforme qui a pour vocation de créer une communauté de consommateurs, par exemple, mais donc vous adressez à cette cible en particulier. Ils vont payer peut-être un abonnement de quelques euros par mois, mais même avec 3, 4 000, 5 000, 10 000 personnes, vous n'allez pas aller très loin en termes de chiffre d'affaires. En revanche, vous avez une cible qui va générer du chiffre d'affaires qui pourrait être toutes les publicités que vous mettrez sur votre plateforme numérique, qui, elles, vont être votre ressource principale de chiffre d'affaires. C'est parce que j'ai une communauté, hein, on va essayer d'illustrer par un exemple. Vous créez une communauté une plateforme de consommation je sais pas moi, de personnes passionnées par le jardinage. Donc, voilà, on a une plateforme de jardinage. Donc, vous allez mettre une sorte d'articles, vous générez une communauté, cette communauté, elle devient grandissante, il y a des abonnements que vous allez faire payer à vos abonnés pour quelques euros, on a bien compris que ce n'est pas là-dessus que vous allez gagner votre argent, mais vous créez une communauté qui devient de plus en plus grandissante parce que ce que vous apportez, les conseils, les partenaires que vous avez sont des partenaires qui intéressent une communauté. Bref, vous avez une communauté qui grandit et puis vous devenez une sorte d'influenceur dans le monde de la jardinerie. Et puis, en réalité, ceux qui vont réellement vous rapporter des ressources financières, ce sont tous ces acteurs de la jardinerie. Hein, ça peut être un Jardiland, ça peut être alors, je n'ai pas tous les noms qui me viennent en tête, mais voilà, des grands groupes qui viennent mettre des publicités sur votre site, et puis des publicités que vous, au fil du temps, avec une communauté qui est grandissante, ce sont des publicités qui vont être de plus en plus importantes, avec des droits au clic, etc. Et ça peut générer, enfin, votre ressource principale sera sans doute plus celle-ci. Donc, vous avez finalement une cible qui est indirecte. Votre première cible, c'était les particuliers qui jardinent, et puis on se rend compte que votre vraie cible, mais qui est une cible indirecte, ce sont tous les acteurs dans cette petite niche, hein, qui est la jardinerie, qui pourraient être amenés à intervenir sur votre site et auxquels vous vendriez des droits des vues, tout simplement, de la publicité, des encarts, etc. Donc, il ne faut pas oublier ça dans la segmentation des clients. Quels sont mes clients directs, mes consommateurs? Est-ce que je suis face à des clients indirects qui parfois peuvent être plus générateurs de chiffre d'affaires que les premiers? Évidemment, une étude de marché poussée, démontrer que l'existence réelle du marché et peut-être même aussi démontrer comment il va être amené à évoluer. Ça, c'est il faut que vous ayez une position aussi de visionnaire sur un marché. Comment je le vois évoluer? Comment je crois qu'il va évoluer? Et c'est pour ça que je rentre dans ce marché, parce que j'opte déjà sur son évolution future. Je me positionne sur son évolution future. Et puis surtout la zone géographique ciblée, hein, quelle est votre vision du marché pour bien comprendre l'environnement économique de ce marché. Est-ce qu'on est sur un marché de niche? Est-ce qu'on est sur un marché régional, national, international? Et si je vais vers l'international, quelles sont aussi les contraintes liées à ce marché en termes de réglementation ou autre? Ne pas hésiter à balancer des chiffres clés qui sont des chiffres qui vont capter votre auditeur. Par exemple, là, j'ai un marché potentiel de 20 millions 807. Ça, c'est un potentiel de ma cible. Mais j'ai un marché potentiel, sans doute à une échelle internationale, qui fait 183 milliards d'euros. J'ai une croissance annuelle du marché qui est observée, qui est de 12%. Et j'ai un panier moyen, ce marché connaît un panier moyen de 50 000 euros, avec une augmentation du marché de 5%. Bien ça, évidemment, ce sont des perspectives de secteur que je ne peux donner qu'à la condition que j'ai bien étudié mon marché. Je ne veux pas sortir des chiffres comme ça. Il faut qu'elles ne sortent pas d'un chapeau, elles sortent d'une étude sérieuse du marché dans lequel je veux m'intégrer.
Donc, évidemment, je ne vais pas m'amuser à donner des données internationales si moi, je ne m'attaque pas à un marché international. Je vais ramener ces perspectives de secteur au marché auquel je m'attaque. Si je suis sur un marché national, je donnerai les chiffres d'un marché national. Si je suis sur un marché régional, celui d'une région. Mais il faut que ce soit des chiffres qui donnent envie de vous suivre. Donc, évidemment, il faut que cette potentialité, elle soit présente au niveau des chiffres que vous allez énoncer. Les slides doivent être clairs. Ce n'est pas la peine de trop en mettre. Quand vous mettez trop d'informations sur une slide, ben, vous n'êtes pas sur un bon outil de communication. Et vous voyez, là, on est sur un atelier business plan. Et finalement, cet atelier de business plan, il touche à tous les autres ateliers que vous avez eus ou vous allez avoir. Quand vous allez parler marketing, communication, eh bien, on va aussi vous apprendre à avoir une communication claire. Et vous voyez que sur un outil de communication, et le BP est un outil de communication, eh bien, on va devoir prendre en compte les clés de succès d'un outil marketing. Vous êtes sur du marketing, hein, quelque part, là. Vous êtes sur de la com. Donc, vous devez utiliser les atouts et pour réussir un bon outil de communication. Le BP est un outil de communication. Donc, des slides clairs avec quelques données. Comment est-ce que je capte mon auditoire? Eh bien, je le capte avec des chiffres clés, des indicateurs clés, mais des indicateurs qui vont lui dire « Ah, je ne pensais pas qu'il y avait un potentiel de marché aussi important. Ah, ben ça mérite qu'on regarde un peu plus près. » Après, ils rentreront dans le détail. Le marché. Cible 1, cible 2, je ne sais pas si vous avez plusieurs cibles clients. Ben, voilà. Si j'attaque les particuliers, c'est 47% du marché. La cible 2, qui pourrait être par exemple les entreprises, ce serait 21 et vice-versa. Enfin, on décline comme ça. Quelle est la croissance? En plus, après, je peux décliner la croissance sur les différents cibles qui seraient les miennes. Croissance par cible, le potentiel de marché année 1, année 2, ou même là, tout simplement, mettre les chiffres que vous allez atteindre sur l'année 1, l'année 2, sur la cible 1. Pareil pour la cible 2, la cible 3, et si vous en avez plus. Pensez à utiliser à la fois les chiffres mélangés à des graphes, avec un peu de littérature. Il faut savoir utiliser, mélanger, mixer les différentes formes d'écriture, à la fois graphique, rédactionnelle et chiffrée, pour rendre votre présentation la plus dynamique possible. La concurrence. Il faut nous parler de vos concurrents. Quels sont vos concurrents directs? Quels sont vos concurrents indirects? Quelles sont les barrières à l'entrée pour les nouveaux entrants? Mettre en valeur vos avantages concurrentiels par rapport aux autres. Une manière de mettre en avant vos avantages concurrentiels, c'est de le présenter comme ça. Vous voyez, vous avez votre marché. Alors après, on met les critères qui sont ceux qui sont les plus parlants pour vous. Ça peut être la technicité, ça peut être l'innovation, ça peut être le prix. Le prix, il y est tout le temps en général. Là, on a mis un premier axe qui est le prix. Donc, on part d'abordable à onéreux. Et puis, la praticité du service ou du produit qui est proposé. Et puis, on a positionné les différents concurrents. Et puis, évidemment, vous devez sortir du lot. Vous êtes toujours… alors après, là, il y a un choix qui est d'être très pratique et d'être sur une gamme de prix qui est peut-être sur une gamme de prix haute, mais parce que voilà, vous avez un produit qui sans doute permet d'avoir un certain nombre de techniques, de valeurs particulières qui méritent aussi son prix. Le but n'est pas toujours d'être ici dans le moins cher, le plus pratique, le plus performant. Parfois, la performance, la technicité amène un prix qui peut être un peu plus important. Alors, généralement, quand on veut mettre bien en avant sa société, on essaie d'avoir des concurrents qui sont moins bien placés et en termes de prix et en praticité. Il aurait été bien que le concurrent B soit ici, que le concurrent C soit ici, et que voilà, vous soyez là, et que le concurrent A soit un peu plus bas pour bien démontrer votre élément différenciant par rapport aux autres, votre positionnement différenciant par rapport aux autres concurrents. Enfin, votre projet, il est là pour vous permettre de dégager du résultat. Donc, c'est le business model.
ou modèle économique, si j'utilise des termes français. Cette partie, elle a pour but et pour finalité de démontrer comment vous allez gagner votre argent. Quelle est la capacité d'entreprise à créer de la valeur par son activité? Donc, quelles vont être vos sources de revenus? Quels vont être vos canaux de distribution? Quelle va être votre politique de prix? Et quelle va être votre stratégie commerciale? En gros, comment vous y prenez pour attaquer ce marché? Votre business model, c'est ça. Comment je m'y prends? À qui je m'adresse? Comment je m'adresse? Quelle est ma stratégie? À combien je vais me vendre? Je vais vendre mon projet, mon service. Ça, c'est votre business model. Enfin, peut-être plus pour vous, mais ça peut l'être aussi sur le BP, la structure en forme juridique, la date de création, ce que vous allez apporter en fonds propres, capital, nature des apports, quels sont les actionnaires qui vous suivent, les partenaires, aussi le réseau, le soutien. Si vous avez déjà démarré votre activité, par qui vous êtes soutenu, c'est bien de mettre les logos de vos partenaires. La culture de l'entreprise, si c'est des points forts que vous voulez mettre en avant. Voilà, ça c'est la société, c'est l'image de la société. À vous de voir quels sont les points forts que vous devez mettre en avant pour capter votre auditoire. Dans la stratégie, expliquez les moyens, les ressources dont vous disposez pour atteindre vos objectifs. Souhaitez-vous poursuivre avec le même produit ou allez-vous vous diversifier à un moment donné? Est-ce que vous allez rester sur le même marché ou vous allez surfer sur un nouveau marché? Vous pouvez très bien être sur un marché entrant et puis ensuite vous attaquer un autre marché. Pour vous donner un exemple, je travaille avec une société qui propose des petits capteurs pour les musées, pour les tableaux, vous savez, pour vérifier l'humidité de l'air, etc., pour une meilleure conservation des œuvres. Et puis, ils se sont rendus compte que ces capteurs, en fait, ils pouvaient aussi servir pour mesurer la qualité de l'eau. Donc, ils se sont d'abord attaqués à un marché qui était leur marché de prédilection et d'entrée, qui était finalement les musées et la conservation des œuvres. Et puis derrière, ils ont été attaqués d'autres nouveaux marchés parce que leur technologie pouvait être mise en œuvre dans d'autres secteurs d'activité, comme par exemple les réseaux d'eau urbaine. Donc, ils se sont attaqués à de nouveaux marchés. Donc, ça peut être aussi dans votre projet que d'attaquer un premier marché et puis ensuite d'aller surfer sur un autre. Votre développement passe-t-il par une croissance interne, externe, par des prises de participation dans d'autres entreprises, par exemple? Les partenariats et alliances que vous visez, le type de management, organisation, gouvernance que vous souhaitez mettre en place, les mesures que vous allez mettre en place pour contrôler le développement de l'activité et effectuer des corrections éventuellement, tout ça, c'est la stratégie de votre entreprise. Cette partie, elle doit vraiment décrire la vision à moyen terme que vous avez de votre projet, que l'entreprise aura. Elle est décisive, effectivement, parce qu'elle prouve que vous n'avancez pas au hasard, que tout est réfléchi d'avance, que vous avez une ligne droite. Le fameux fil rouge dont je parlais quand j'imageais le BP avec cette pelote de laine, eh bien, elle est là. C'est une ligne directrice forte que vous êtes fixée et vous avancez avec une stratégie qui est définie. Le BP, il doit démontrer que vous avez une stratégie qui est définie. Il se peut que cette stratégie évolue avec le temps. Ça, on ne vous demande pas de figer dans le marbre et de ne pas bouger. Les sociétés qui réussissent le mieux sont justement celles qui sont le plus agiles et qui sont capables de réagir en fonction d'un événement qui pourrait arriver. Mais votre BP, là, il doit démontrer que vous avez des objectifs clairs et que vous donnez une ligne directrice pour les atteindre. Le plan opérationnel, eh bien, comment vous y prenez? Est-ce qu'il y a de la R&D? Comment allez-vous la mettre en place? Dans quel délai? Quel budget? Quels sont les investissements à prévoir? S'il y a de la fabrication, quel est le planning de fabrication? Qui va fabriquer? Quelle sera votre relation avec les sous-traitants?
avec vos fournisseurs? Est-ce qu'il y a un réel partenariat? Est-ce que vous prenez des participations chez eux? Voilà. Est-ce qu'on est juste sur du fournisseur exclusif ou pas? Est-ce que je diversifie mes fournisseurs pour pas être dépendant d'un fournisseur qui pourrait ne pas me livrer et me mettre dans une situation compliquée? Quel est mon plan marketing? Comment je vais communiquer? Comment allez-vous vous faire connaître concrètement? Quel budget vous allez allouer? Sans plan de marketing, et vous savez, tout à l'heure, on a parlé du plan de trésorerie, on a parlé de votre budget prévisionnel. Bien, tout ça, ça a une certaine cohérence en fait. Si vous mettez en place des dépenses marketing ou de communication, on sait que normalement, quelques mois après, vous devriez avoir un chiffre d'affaires qui augmente. Ces dépenses, elles sont là pour booster votre chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas booster un chiffre d'affaires sans mettre en œuvre certaines démarches comme une communication marketing de com, un plan de commercialisation bien déterminé, vous faites connaître. Ce sont autant d'éléments qui vont permettre d'avoir une cohérence dans l'évolution à la fois de vos dépenses, mais surtout de votre chiffre d'affaires. Les objectifs. Alors, évidemment, il est important de les montrer à vos investisseurs parce que vous avez des objectifs et ces objectifs, ils sont clairs et ils sont réalisables. Comment vous les démontrez? Eh bien, vous les démontrez au travers d'un calendrier parce que vos objectifs, elles doivent avoir une échéance. Vous vous fixez des objectifs avec une échéance à moyen ou long terme. Vous vous fixez aussi des objectifs. Alors, dans le calendrier, vous allez mettre à la fois votre démarche. Ça peut être le calendrier des investissements, le calendrier de la production, de la mise en service, de la commercialisation. Et puis également, des objectifs économiques. Ce que vous visez en termes de part de marché. À partir de quand vous allez atteindre X% d'une part de marché? À partir de quand vous allez gagner tant de chiffre d'affaires? Et ça peut se matérialiser de cette manière-là. Là, on a une société qui intervient dans la détection de tumeurs. Donc, ils sont dans un marché très réglementé où il faut qu'il y ait des études avant la mise avant l'entrée sur le marché avec un marquage CE, etc. Donc là, on nous explique que le logiciel sera mis sur le marché après le marquage CE, donc on va pouvoir attaquer la France et l'Europe en Q4 de l'année 2022. Il pourra être mis à l'international, aux États-Unis, à partir de Q4, puisqu'on aura à ce moment-là les autorisations de mise sur le marché. Là, on a un autre logiciel qui lui aura son marquage CE en Q24. Ça permet d'avoir une idée d'une manière, vous voyez, là encore très graphique, sur à la fois la mise sur le marché du produit. Donc, on est sur l'aspect accès au marché et à la fois sur le potentiel de chiffre d'affaires qui pourrait être réalisé. On a également un calendrier sur le plan de développement et les besoins financiers. Année 2021, 2022, on avait la R&D, puisque là, on était sur le développement et le développement, recherche et développement. On est sur un logiciel qui était en train d'être développé. Donc, on était en phase de développement avec les premières études cliniques. Évidemment, tout ça est à adapter à votre activité, mais c'était pour vous montrer, vous donner quelques exemples de manière de démontrer un planning qui est très parlant, de manière assez graphique. Donc là, on a la R&D, c'est le développement du produit. Là, on aura la mise sur le marché qui apparaît ici avec le marquage CE. Là, on voit le besoin en termes de ressources. Vous voyez, RH, il faut un ingénieur. Là, il faudra un directeur technique et 2 autres ingénieurs, 3 personnes. On fait rentrer à nouveau 2 ingénieurs.
2 directeurs, un directeur médical. Là, on a le directeur commercial, le responsable des ventes régionales et un ingénieur application. Tout ça, ce sont des besoins en ressources qui nous aideront à mieux chiffrer ensuite nos données financières. On a le potentiel de financement attendu. Là, il y avait un besoin de 216 K. Là, 1 million d'euros, 2 millions d'euros pour le lancement ensuite à l'international ou autre. De manière très claire, on met ici les besoins financiers. Le plan de développement accompagné des besoins financiers. Et on comprend plus aisément les besoins financiers parce qu'ils sont liés à des besoins et de recrutement et des besoins de développement. Parce que parfois, on a des personnes qui viennent nous voir et nous disent, bon, bah, moi, il me faut 500 000 euros de financement pour oui, mais pour développer quoi? Et qu'est-ce que vous allez payer avec ces 500 000 euros? Eh bien, c'est toujours mieux de dire, bah voilà, j'ai du développement, j'ai de la ressource, j'ai aussi de la communication à faire. Et tout ça, ça me demande des besoins de financement de 500 000 qu'on va pouvoir retrouver derrière dans les prévisions financières. Et là, dans les prévisions financières, vous mettrez quelques états. Évidemment, pas forcément ce que l'on a vu, mais je vais vous montrer ce que vous mettrez. Il faudra un compte de résultat prévisionnel, un bilan prévisionnel, un plan de financement, un budget de trésorerie, les indicateurs financiers prévisionnels et d'autres tableaux financiers que vous pourriez mettre. Ça ne veut pas dire que vous allez tout mettre parce que, en fait, les tableaux que l'on a vus tout à l'heure sont des tableaux pour vous avec le détail que vous aurez tout le loisir de donner à une personne quand elle sera bien intéressée. Au début, vous allez présenter les choses de cette manière-là. Mais ces données que vous voyez ici, vous n'avez pu les mettre en œuvre de manière beaucoup plus claire, mieux présentée que parce que vous avez des tableaux très détaillés au préalable. Là, par exemple, j'ai des indicateurs clés pour montrer ma traction, indicateurs clés sur mes clients. J'en ai 10, peut-être sur un premier semestre ou une première année, j'en aurai 20 ensuite, 30, 40, le nombre de commandes que ça représente, le chiffre d'affaires brut que ça représente, le chiffre d'affaires net que ça représente, etc. Avec des graphes, parce que c'est toujours bien de présenter, ça met en lumière. Vous voyez, on peut avoir des tableaux qui représentent la marge de cette manière-là. Chiffre d'affaires, marge. Un plan financier pour montrer votre point mort, le bilan prévisionnel, le plan de financement. Eh bien, ça pourrait être présenté comme ça, de façon beaucoup plus… c'est moins détaillé que ce que je vous ai montré précédemment. Mais tout ça, on ne l'obtient que parce que l'on a fait quelque chose de très détaillé, qu'on a bien décortiqué notre projet et nos besoins pour arriver ensuite à ne mettre dans mon BP que quelques informations très parlantes. Pourquoi ça, c'est important? Parce que on arrive à voir ce que vous avez injecté dans la société, les besoins que vous avez. Donc, on a vos besoins de financement qui apparaissent ici, et puis votre fonds de roulement, ça, on est sur des tableaux de financement, que votre activité va permettre de dégager. Et si un investisseur vous demande « Ah oui, mais dès la deuxième année, vous êtes à 170 000 euros de fonds de roulement, comment est-ce que vous obtenez ça ?» Eh bien, à ce moment-là, vous avez tous les outils pour le démontrer, vous rentrerez dans le détail parce que vous avez des éléments et parce que vous les avez travaillés. Et ça, c'est les tableaux que l'on a vus précédemment qui sont les vôtres. Les financiers sont assez friands de voir le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement et le solde de trésorerie, parce que ce qu'ils veulent, c'est savoir si vous aurez de la trésorerie pour les rembourser. Donc voilà, quelques présentations, des exemples de présentations pour donner juste les éléments attendus par année. On démontre que la trésorerie, voilà, le cheminement de la trésorerie, l'évolution de la trésorerie sur les 3 années. Plutôt que de donner un bilan classique sous forme de lias, ce qui n'est pas beau, ce qui est franchement pas très joli à présenter et puis soporifique et qui n'est lu que par des personnes qui savent vraiment lire un bilan, eh bien, c'est de le présenter sous forme, c'est ce qu'on appelle là un bilan fonctionnel. Pourquoi un bilan fonctionnel? Parce qu'on voit les grandes masses. Vous voyez, j'ai en gris clair mon fonds de roulement, c'est-à-dire mes capitaux et mes dettes. Ça, ce sont mes ressources. Les IMO, c'est ce que j'ai utilisé grâce à mes ressources. En rouge, j'ai mon excédent de fonds de roulement.
c'est-à-dire que mes dettes fournisseurs, mes dettes fiscales et sociales, mes autres créances, et en noir, j'ai ici ma trésorerie. Et je vois l'évolution de 2022 à 2023. J'ai une trésorerie qui s'est confortée. J'ai des capitaux propres qui ont augmenté fortement. Et j'ai un excédent de fonds de roulement qui lui-même a augmenté. Puisqu'en fait, je n'ai plus de créances dehors. J'utilise la dette fournisseur pour avoir de la trésorerie. Donc, je montre ici, au travers des masses d'un bilan fonctionnel, une santé, une société qui est en très bonne santé financière, ou en projet en tout cas, qui est porteur, et qui donne envie d'en savoir un peu plus. Et vous aurez tout le loisir ensuite de donner plus de détails à votre financier, enfin à votre banquier ou à vos futurs investisseurs. Faut bien comprendre que les investisseurs au préalable, ils n'ont pas besoin d'avoir tout le détail. Ce qu'ils veulent, c'est avoir vraiment les chiffres clés. Opportunité d'investissement, c'est les capitaux qui vous sont nécessaires pour mener à bien votre projet, ça faut bien le mettre en avant. Le potentiel du projet et le retour sur investissement. Si tel investisseur rentre dans le projet, qu'est-ce qu'il va pouvoir retirer de cet investissement? Voilà. Et là, vous pourriez mettre quelques chiffres, par exemple, sur le nombre d'investisseurs que vous avez, bourse et dons, les actions, les entrées d'espèces. Bon, ça, vous pouvez le présenter sous différents formats. Évidemment, les chiffres que vous avez là ne valent que pour des activités très précises. Et si on devait mettre un compte de résultats plus basique, ben, ça pourrait ressembler à ça. Mais ça, ce serait plutôt pensez à faire plusieurs versions de BP. Ça peut être dans une version plus détaillée. Les premiers chiffres avec les graphes suffisent sur une version plus synthétique, déjà pour donner envie. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. Je crois, j'ai juste dépassé de 3 minutes, donc je m'améliore en termes de maintien du timing. C'est sans doute aussi dû au fait qu'on est en ligne et du coup, vous n'avez pas pu me poser autant de questions ou pas de questions, contrairement au présentiel où effectivement on est sur des échanges en continu. Mais ce n'est pas grave, je pense qu'on a du temps maintenant pour les questions, Eric. Oui, très bien, oui, parfait. Vous pouvez ouvrir voilà, vos micros. vous pouvez ouvrir vos micros, j'espère avoir été claire, mais je suis à votre écoute pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. Oui, bonjour, moi j'en ai une. Comment on peut estimer son chiffre d'affaires? Comment est-ce qu'on peut estimer son chiffre d'affaires? Eh bien, déjà en étant assez clair sur l'histoire qu'on va raconter. On va rentrer dans un exemple plus concret. Adeline, quel est votre projet? Moi, c'est une application pour aider les gens à mieux manger. D'accord. Vous avez étudié un peu votre marché? C'est ça. Oui, tout à fait. Bah, mes concurrents, c'est principalement Weight Watcher, Croque Kilo. Voilà. Enfin, après, il y en a un paquet, mais c'est les Alors, principaux. le chiffre d'affaires, c'est une donnée qui ne viendra qu'une fois que vous aurez bien étudié votre marché. À qui je m'adresse? Comment je m'adresse? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à ces personnes? De quelle manière je vais leur offrir? Qui va payer en fait? Est-ce que vous allez faire une plateforme avec des personnes qui vont s'inscrire avec des abonnements ou est-ce que vous allez gagner votre vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec peut-être quelques publicités de partenaires du bien-être ou de l'alimentation saine que vous pourrez mettre en lumière sur votre plateforme? En fait, tout dépend encore une fois, de votre business model, donc de votre histoire. Et en fonction de ça, plus vous allez avancer en fait sur votre étude de marché, sur la manière dont vous voulez, ce que vous allez apporter, comment vous allez le décliner, quel va être votre business model, et ça va vous aider en fait à à dégager l'idée de votre chiffre d'affaires. Elle va presque devenir une évidence, en fait, le chiffre d'affaires. Il va devenir une évidence parce que si, par exemple, vous faites payer des abonnements à des particuliers qui ont envie de s'abonner à votre plateforme pour avoir des conseils, pour mieux s'alimenter. Alors,
ben, il va falloir que vous regardiez un peu dans le marché comment fonctionnent les autres plateformes concurrentielles, combien elles ont d'abonnés. Il faudra estimer que le démarrage, ben, on va prendre quelques clics. Est-ce que vous allez mettre en place des campagnes de publicité, de communication? Parce que si vous n'en mettez pas en place, on sait que le chiffre d'affaires, il va stagner, il aura du mal à démarrer. Si vous en mettez en place, si vous êtes visible, si vous faites des émissions, si vous faites… Ouais, il y a plein de choses. Est-ce que vous avez un blog à côté? Est-ce que vous avez déjà une communauté qui vous suit? C'est autant d'éléments qui vont vous permettre de savoir si vous avez une communauté qui vous suit aujourd'hui. Ça vous donne déjà quelques éléments de réponse à, à, à cette communauté qui pourra vous suivre et peut-être financer des abonnements au travers de votre plateforme. Après, attention, les plateformes, ce n'est pas toujours les abonnements aux particuliers qui sont les meilleures manières de dégager du chiffre d'affaires. Ok, ouais. Et plus les partenariats, la vente de publicité, par exemple, vous pensez à ça, non? La vente de publicité, souvent sur les plateformes, c'est ce qui permet de générer le plus de chiffre d'affaires. Oui. Okay. Les mises en avant de produits, des choses comme ça. Après, tout dépend, encore une fois, de votre stratégie, de votre stratégie, de ce que vous avez envie de vendre, à qui vous voulez le vendre. OK. Et puis, bien étudier la concurrence. Parce que moi, je vois arriver des créateurs qui annoncent des chiffres d'affaires qui sont parfois au-delà de certains concurrents qui sont déjà sur le marché depuis un moment. Donc, il faut rester à une réalité économique de marché. Ok. Bah, merci. Excusez-moi, j'ai un téléphone qui sonne. J'ai une dernière petite question. Si, du coup, vous êtes présenté, si on veut faire appel à vous pour vos services, comment on peut vous retrouver facilement? Alors, je suis facilement retrouvable parce que le cabinet est installé à Courbevoie. Vous avez le nom sur la présentation qui vous sera envoyée, mais je pense que sinon, vous pourrez aussi avoir mes coordonnées par le guichet unique qui vous les communiqueront. Mais en même temps, je suis installée à Courbevoie, j'ai pignon sur rue, je suis facilement retrouvable. Et vous aurez mes coordonnées de toute façon sur la plaquette au besoin, même si vous avez des questions. Super. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie, avec plaisir. D'autres questions peut-être? Oui, bonjour. Je voulais juste savoir si en fait on avait accès au tram XL que vous avez montré. Alors évidemment, j'imagine vierge, sur à la fois le business plan, le plan de financement et le plan de trésorerie. Alors, il existe plusieurs trames existantes sur Internet que vous pourrez retrouver, ça n'a aucun souci. Moi, je n'en ai pas à vous donner personnellement, tout simplement parce que quand on fait un bon BP, moi je suis un cabinet, et on a des logiciels appropriés pour ça. Des logiciels qui nous permettent de rentrer des hypothèses et qui va ensuite vous déverser tout le reste. Donc après, il y a des logiciels qui peuvent s'acquérir. Évidemment, ce qu'on a en cabinet, ce n'est pas des logiciels vers lesquels je vais vous orienter parce que c'est des logiciels qui sont bien trop onéreux pour faire un seul PP. Mais il existe après, vous pouvez retrouver sur Internet. Je me demande même si on n'avait pas une… Eric, est-ce qu'on n'avait pas, je sais qu'à un moment donné, il y avait une version Excel, bon, que je n'aimais pas beaucoup, mais qui avait le mérite d'exister et qui était utilisée par, j'ai oublié son nom, un intervenant qui faisait des rendez-vous entrepreneurs. Philippe Duplan. Oui, Philippe Duplan. Il avait une version Excel. Bon, on peut essayer de vous trouver quelque chose, mais sachez que sur ces versions-là, ce que j'ai pu vous démontrer, ce ne sont pas des tableaux Excel. Tout peut s'exporter sur Excel, mais en réalité, derrière, on a des logiciels qui les ont montés. Pourquoi? Parce que si vous devez monter toute seule un Excel, honnêtement, c'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué? Parce que sur un logiciel, ça ne veut pas dire que ce n'est pas infaisable, loin de là, mais vous ne serez pas aussi précis qu'on peut l'être avec des logiciels, parce que sur un logiciel, quand je rentre mon chiffre d'affaires, et je dis que mes clients me paient à 30 jours, automatiquement, le logiciel, il va intégrer ça dans le plan de trésorerie en pensant à mettre que mon chiffre d'affaires du mois de janvier ne sera payé que dans 30 jours et que ma TVA, parce que je suis au régime simplifié de TVA, ne sera payée
que à la compte en juillet et en décembre. Ce ne sont pas forcément des choses auxquelles vous allez penser quand vous allez le mettre. Et du coup, forcément, vous aurez toujours des plans de trésorerie qui ne seront pas aussi précis que si ils avaient été mis en place sur des logiciels appropriés qui sont automatisés. Je crois que la BPI aussi a un outil. Il faudrait que je regarde. J'ai peut-être quelque chose. Je vais essayer de retrouver des outils qui pourraient être utilisés assez simplement, au moins pour démarrer vos BP. Oui, faire une première projection. Alors peut-être Tout pas à fait. aussi détaillée que vous l'avez fait avec votre logiciel, mais pour pas qu'on oublie en fait une grande ligne. Voilà, ça pourrait être Que ce soit un peu un guide, utile. une sorte Oui, de après canevas peut-être de démarrage. sur Internet, je peux peut-être en effet trouver. Voilà. Sur Je le vais site de la essayer, BPI. je vais regarder ce que je peux trouver et puis je vous les communiquerai. Je les communiquerai Parfait. à Eric pour que vous les receviez. Parfait. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Merci pour cette présentation. Je vous en prie. D'autres questions peut-être? Alors, d'autres questions Oui, peut-être? ah oui, Oui, pardon. vous Non, non, écoutez. oui, bonjour à tous. Oui, j'avais juste une question que j'ai mis dans le chat aussi. Donc, moi, c'est Andrea et je suis sur un projet. Donc, c'est un magasin de vente de produits africains. Et je voulais juste savoir, en termes de business plan, donc les formats du coup, que vous conseillez. Est-ce que c'est des PPT? Est-ce que c'est plutôt faire un document Word? Ou Non, alors, PowerPoint. oui. Aujourd'hui, un Oui. PowerPoint. Aujourd'hui, il faut que ce soit une présentation, il faut que ce soit des slides, il faut que ce soit. Après, c'est toujours exportable en PDF, mais évitez le Word, évitez les outils qui font pas pro. Aujourd'hui, il faut que vous ayez une jolie présentation. C'est assez simple à mettre sur du PowerPoint. Donc, faites des PPT, En plus, ça vous permettra, quand vous allez voir un partenaire ou même votre banquier, d'arriver avec votre PC, de présenter votre diaporama. Ça fait sérieux, ça fait bien. Aujourd'hui, c'est les formes qu'on utilise. Après, il y a plein d'autres choses qu'on peut utiliser. Il y a des présentations qui se font maintenant en ligne, mais PowerPoint, c'est un bon outil. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai une question d'Élise, peut-être, je ne sais pas si on peut la lire. Quelle devrait être la source de données pour se positionner par rapport aux concurrents, résultats d'enquête ou des tests, études de marché, 3 petits points, point d'interrogation. Ah, voilà. Évidemment, l'étude de marché dans son ensemble. L'étude de marché, d'abord, bien l'étudier, pour le coup. Regarder ce qui se fait, bien étudier ses concurrents, surtout les concurrents les plus émergents. Faut pas non plus laisser de côté je dirais les concurrents qui nous ressemblent plus par la taille ou qui démarrent, parce qu'il faut être attentif à ce qu'ils peuvent proposer. Évidemment, il peut y avoir aussi des enquêtes. Attention, il y a déjà plein d'enquêtes qui sont faites. Moi, j'invite nos auditeurs là et tous ces porteurs de projets à aller aussi à la Bibliothèque nationale, parce qu'il y a plein d'analyses sectorielles qui sont faites. Il y a plein d'enquêtes qui sont faites. On vous demande pas forcément de relancer des enquêtes. Il faut vous servir de ce qui existe, de ce qui a été fait. Évidemment, il faut toujours confronter les résultats que vous allez obtenir, mais vous n'êtes pas. Et puis il y a aussi la possibilité de faire appel. Alors, où vous avez des partenaires qui vous accompagnent ou qui font des études de marché, des acteurs privés, mais vous avez aussi les écoles, puisque Eric, tu nous as parlé J'allais rebondir là-dessus. Début février, vous avez le forum Un instant avec vous, avec 2 écoles, et dont l'une donne accès comme ça à des bases de données d'études de marché dans le cadre du cursus des étudiants, si tant est que votre dossier est retenu et suivi par ces étudiants. Donc oui, il y a potentiellement des passerelles à obtenir. Donc je vous invite vraiment à suivre cet atelier du début février. Et je rebondis sur les bases de données que vous pouvez retrouver de la BNF, c'est qu'on aura également très prochainement dans de nouveaux locaux ici à Courbevoie, également ce type de support d'information que nous pourrons dispenser dans nos locaux à destination des porteurs de projets. Voilà. Très bien. Ça, c'est très bien parce qu'effectivement, ce sont des sources d'informations importantes qu'il faut impérativement aller consulter et étudier quand vous vous installez.
Regardez aussi, je crois que c'était Andrea qui nous donnait l'exemple de son installation d'une boutique de commerce de produits africains. Regardez aussi le secteur géographique dans lequel vous pensez vous installer, quelle est la concurrence existante, savoir ce qu'ils proposent, quels sont leurs chiffres d'affaires. Il y a des données qui peuvent être facilement récupérables, tout simplement sur Infogreffe aussi, vos concurrents directs, les boutiques que vous aurez relevées comme étant des concurrents. Vous pourriez peut-être aller consulter leurs chiffres aussi. S'ils sont consultables, parce que les sociétés ont la possibilité de mettre en format confidentiel leurs chiffres, donc dans ce cas-là, vous n'aurez rien. Mais s'ils les publient, ça peut être aussi une mine d'informations. Après, on vous apprendra aussi à lire un bilan, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas forcément tout le potentiel dans les chiffres. Si on est face à une SARL, on sait qu'une SARL, elle ne va pas montrer un gros résultat. Pourquoi? Parce que généralement, elle met une grosse rémunération à son dirigeant, alors qu'une SASU va se verser du dividende, elle va avoir des plus gros résultats. Donc, il faut être aussi un petit peu averti sur la lecture des bilans que l'on fait en fonction de la structure juridique qui les a édités. Parce que il n'y a pas les mêmes stratégies au niveau des chiffres. Donc, il y a une mine d'informations. En fait, les sources peuvent être assez variées. Là encore, beaucoup d'acteurs pour vous accompagner, qu'ils soient privés, qu'ils soient payants ou pas, parce qu'il y a des sources d'obtention d'une information sectorielle qui peut être gratuite. Donc, vraiment user de ça, faire une analyse, une étude de tout ça pour y voir plus clair et mieux apprécier votre marché. Je crois que Manuela a levé la main. Oui, excusez-moi, j'étais en train de voir. Bonjour, merci pour la présentation, c'était vraiment très bien. Moi, j'avais une question et ça rejoint déjà l'atelier précédent. En fait, je voulais savoir si, quand on fait une micro-entreprise, il est important vraiment de faire tout ça, en fait. Aussi, ça paraît tellement complexe et tellement lourd que je ne vois pas comment je vais faire tout ça, en fait. Alors, c'est une très bonne question et je vais y répondre. Je vous ai montré un BP complet. Évidemment, en fonction de son projet, en fonction de ses besoins, chacun trouvera la juste mesure de son BP. N'oubliez pas que je vous ai dit une chose, je vous ai dit quels sont les destinataires. En premier lieu, c'est vous, le destinataire. Donc, ça peut vous aider tout simplement, et vous n'avez pas besoin de rentrer dans ce niveau de détail quand c'est que pour vous, mais ça peut vous permettre d'y voir plus clair. Pourquoi? Parce que vous posez votre stratégie, vous posez votre business model, vous posez vos objectifs, en fait les objectifs à atteindre en termes de chiffre d'affaires. Bien connaître son seuil de rentabilité, c'est important. Quand vous démarrez, vous dire à partir de quand je vais gagner ma vie. Ça, c'est assez important. Mais vous n'avez pas besoin de rentrer dans la complexité peut-être du BP que j'ai pu vous montrer. Encore une fois, chacun y trouvera sa juste mesure. Et puis, tout dépend encore une fois à qui vous adressez. Si vous n'avez pas besoin de financement, vous n'avez pas besoin d'aller si loin. Là, je vous ai montré un BP complet de telle manière à ce que tout le monde y trouve un peu son compte. Mais évidemment, si vous avez des besoins de faire entrer des investisseurs ou d'avoir des financements, il va falloir être un peu plus précis dans ce que vous allez démontrer, un peu plus outil de communication. Vous n'avez pas besoin de rentrer quand c'est que pour vous, d'être aussi attentif à la manière dont vous allez présenter les choses. Pour vous, ce qui est important, c'est d'avoir vos indicateurs clés. À quel moment je gagne ma vie? Qu'est-ce que je pourrais faire? Si je prends cette option-là, j'arrive à quelle réalité économique, en fait, à quel résultat? Si je prends ce scénario-là, à quel résultat j'arrive? Voilà, ça vous permettra, vous, d'y voir un peu plus clair. Vous, d'ailleurs, vous pourriez avoir plusieurs BP en réalité, et pas qu'un seul. Vous pourriez avoir un BP très conservateur, parce que vous préférez avoir le cas le plus, je dirais, minimaliste, celui, la bad position, et puis avoir un BP qui est plus optimiste. Ça vous donne deux hypothèses. Peut-être que vous serez entre les deux, mais au moins, ça vous permet de savoir, dans la pire des situations, comment vous seriez. Et dans le meilleur des cas, vers quoi vous tendez. Donc,
Et ce n'est pas ce que vous présenterez si un jour vous êtes amené à les présenter. D'ailleurs, même pour ceux qui vont avoir affaire à des investisseurs, vous pouvez vous faire un BP très conservateur, un plus optimiste. Évidemment, on montrera le plus optimiste pour donner envie aux financeurs de nous suivre, aux investisseurs d'intégrer la structure à nos côtés. Mais voilà, pour vous, en tant que micro-entreprise, vous n'avez pas besoin de dérouler toute la complexité de ce que l'on a pu voir ici. Vous, l'intérêt pour vous, c'est au moins de savoir à quel moment comment vous allez vous y prendre, d'y voir un peu plus clair, de poser sur du papier votre stratégie. Maintenant, attention, en tant que micro-entreprise, vous, ce qui est très important, c'est de maîtriser votre marge. Parce que la micro-entreprise, comme vous ne déduisez pas vos charges, et que vous êtes imposé sur votre chiffre d'affaires, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas tenu à faire une comptabilité que vous ne devez pas avoir un œil sur votre marge. Pourquoi? Je vais être très claire, pour avoir longtemps animé l'atelier des statuts juridiques. Il y a une chose que je dis toujours, quand vous êtes en micro-entreprise, c'est 50% de marge minimum. Quand vous n'avez pas vos 50% de marge, vous fuyez la micro-entreprise. Mais vous la fuyez vraiment. J'ai vu trop de cas de personnes qui s'étaient lancées en micro-entreprise pensant que c'était plus simple et que c'était bien pour démarrer. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous payez sur le chiffre d'affaires encaissé. Certes, un taux de fiscalité beaucoup plus bas et de cotisation beaucoup plus bas, mais c'est sur le chiffre d'affaires. Si je vends 100 mais que je gagne que 30, je vais payer mes cotisations sur 100. Et même 20% sur 100, ça va bouffer toute ma marge. Alors que dans une société, vous auriez payé sur ce qui vous restait, vos 30. Et vous n'auriez payé que 15 ou que 10. Donc, il faut faire attention à votre marge. Voilà, la micro-entreprise, c'est très bien pour démarrer, c'est très bien quand on n'a pas beaucoup de charges. Mais si vous avez une activité qui génère de la charge, soyez quand même très attentif à votre taux de marge. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça me soulage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoute, Sandrine, je crois que c'est tout à fait complet en tout cas, et que ça restera toujours des sujets récurrents dans ce que nous proposons à destination des entrepreneurs, parce que le business plan reste un élément essentiel et important. C'est ça, la feuille de route. C'est la feuille de route, tout à fait, voilà, c'est le bon terme. Qui concerne l'entrepreneur, mais aussi votre futur banquier. Donc, c'est important d'y revenir, et c'est ce que nous faisons tout au long de l'année. Et je rappelle également que ces éléments-là sont repris aussi dans différents programmes que nous proposons, c'est-à-dire dans Pitch Créa, que vous pouvez voir sur le site Attractif Courbevoie. Pitch Créa est un dispositif qui vous permet d'être accompagné pendant 6 mois par des experts, et que ils n'auront de cesse que évidemment de rebalayer votre business plan dans votre entreprise ou dans votre projet d'entreprise. Et Pitch Créa s'adresse à des entrepreneurs qui sont en finalisation et qui souhaitent avoir des éléments et des professionnels qui puissent les accompagner pendant cette durée-là et consolider leurs projets et les accélérer sur leur fin de parcours. Donc, n'hésitez pas à regarder tous ces éléments-là et également de prendre des rendez-vous individuels si vous êtes du territoire Paris-Ouest La Défense, vous pouvez vous entretenir avec un expert comptable à un moment donné ou un autre qui saura vous guider en tout cas, ou nos partenaires, comme je l'ai dit en début d'atelier, qui pourra aussi regarder votre projet et vous accompagner également sur ce projet. Voilà, je crois qu'on a été complet, Sandrine. Merci beaucoup. Comme d'habitude, ça a été un plaisir de te retrouver dans nos ateliers. C'est gentil, merci. Et à bientôt, très bientôt, dans différentes thématiques avec toi. Salut, merci à toutes. Merci beaucoup, merci de votre attention. Bon appétit.